disant, les amis, on est là aujourd'hui pour essayer de commenter, pour essayer de décrypter cette ordonnance loi numéro 23-010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Alors, je vous promets, je ne vais pas vous saouler avec des matières juridico-légales. D'abord, je n'en suis pas, je ne suis pas juriste, donc vous êtes, y a aucune panique à avoir. On va essayer de prendre plutôt un angle de vulgarisation. Voilà. Donc, ce sera en fait double. Il y aura la vulgarisation d'un point de vue profane, parce qu'en matière juridique, moi, et je suis un profane, je suis pas un expert, je suis pas un expert des matières, de droit. Je lis comme tout le monde, je comprends les lois comme tout le monde, j'essaie de comprendre leurs interprétations dans la société comme tout le monde, mais je ne suis pas un juriste, donc je vais pas faire le malin ici, les amis. L'idée d'ailleurs, c'est même pas de critiquer le texte d'un point de vue légal parce que je n'en suis pas. En revanche, en tant que professionnel notamment du numérique, je vais essayer d'ajouter à cet aspect profane, à cet aspect de vulgarisation pour ceux qui ne, ceux qui, un peu le code du numérique pour les nuls, si vous voulez, mais je vais essayer maintenant d'amener une touche, une profondeur de la part de quelqu'un qui est un professionnel du numérique, quelqu'un qui connaît les affaires du numérique, quelqu'un qui travaille dans le numérique pour que ensemble on échange nos expériences, nos connaissances et finalement nos expertises. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous avez des connaissances. C'est pour ça que vous avez vu dans l'invitation, j'ai dit, venez partager votre expérience et vos connaissances. Je ne vous ai pas invité à venir juste vous asseoir et m'écouter parler dans une sorte de monologue parce que je sais que beaucoup d'entre vous avaient beaucoup à dire. Et d'ailleurs, ce que vous direz ici suscitera, alimentera cette discussion, mais aussi après cette vidéo, commentez, envoyez-moi des questions, commentaires dans mes réseaux sociaux, regardez dans la boîte commentaires, réagissez, interpellez-moi et la discussion continue comme ça. On fait une vidéo le dimanche comme ça, mais la discussion peut continuer toute la semaine, voire plus longtemps, parce qu'on échange, on peut se contacter en aparté si le besoin se manifeste, etc. Donc, les amis, voilà l'angle dans lequel on va aborder la discussion aujourd'hui. Et puisqu'on est en train d'aborder la discussion, je commence directement par vous présenter un peu euh, le background, si vous voulez, le code du numérique, sur quoi il se fonde, d'où il vient. Parce que pour beaucoup d'entre vous, pour certains d'entre vous qui ne suivaient pas ces affaires au quotidien, vous avez peut-être commencé à en entendre parler seulement il y a quelques jours, lorsque la RDC a appliqué le code du numérique, peut-être il y a quelques semaines, peut-être qu'il y a quelques mois. Mais il y en a pour qui aussi ce sujet n'est pas du tout nouveau, ça fait des mois, ça fait peut-être des années que vous le voyez passer, que vous travaillez dessus. Donc, pour l'intérêt de tout le monde, permettez-moi que je revienne sur certaines notions fondamentales pour ceux qui auraient pris le film en cours de route, les amis. Donc, nous, là, ce code, il est basé, il provient, il émane en fait du plan national du numérique. Alors, le plan national du numérique, si vous voulez, la RDC, voilà quelques années, c'est offert une base de réflexion que nous avons appelée Plan national du numérique, qui a réuni plusieurs acteurs du secteur pour réfléchir sur où nous voulons emmener notre pays. D'accord? Et ça, c'était, voilà, là, on en est à un plan national du numérique horizon 2025 qui, je vous le rappelle, est en fait émane de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui en fait l'a articulé comme suit: faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Voilà les amis, tout est dit. Tout est dit, progrès social, intégration, croissance économique. Quand vous regardez l'intitulé de cette vision, moi, je vois ici, j'espère que vous aussi, je vois des implications, des implications, un volet social, je vois un volet sociétal, je vois un volet économique, je vois un volet technologique.
peut-être même un volet politique aussi. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour dire, on n'est pas là pour parler petits articles de droit et puis quelques juristes se sont assis et puis article 1er, article 2, ou quelques informaticiens nous ont fait deux, trois petits diagrammes pour dire voilà ce que nous ferons sur la cybersécurité ou sur le stockage des données. On est là en train de développer une idée, un idéal, une vision que la RDC a exprimée à travers son dirigeant, le président Félix Tshisekedi, lorsqu'il est entré en pouvoir, donc au pouvoir en 2019. Et donc là, depuis quelques années, ça mijote et ça donne ça. Et entre autres, le code du numérique. Et quand je dis ça donne ça, j'aimerais quand même attirer notre attention ici sur le fait que quand nous regardons ici cette vision, elle est structurée et fondée sur quatre piliers que vous pourrez voir sur votre écran en ce moment, à savoir les infrastructures, les usages applicatifs, les contenus, la gouvernance. D'accord? Et quand on dit ces piliers-là, si on dit par exemple infrastructure, infrastructure, c'est vraiment le socle. C'est vraiment ce sur quoi tout ça va reposer. C'est la fondation. Sans ça, il n'y a tout simplement pas de vie numérique. On va l'expliquer. C'est aussi le cadre dans lequel la RDC peut exprimer sa souveraineté finalement. Et ça, on va en reparler parce que l'infrastructure est étroitement liée à la souveraineté numérique. On va y revenir. Les usages applicatifs, les amis, c'est ce que nous faisons. C'est je peux dire peut-être les contenus d'abord. Le contenu, c'est la data, c'est les données, c'est ce que nous générons. C'est quand je t'envoie un texto ou une photo, c'est du contenu. Notre conversation est un contenu. Cette vidéo, pardon, est un contenu. Maintenant, les usages, c'est ce que nous faisons des données, ce que nous faisons du contenu que nous générons. On va voir un peu en quoi les usages peuvent être différents, peuvent être finalement sensibles dans un contexte plus que dans un autre. Et enfin, la gouvernance et la réglementation ou la régulation, c'est en fait le cadre légal qui est censé plus ou moins mettre des garde-fous sur tout ça. Comme vous savez, dans toute économie, comme vous savez, dans toute là où il y a la circulation, là où il y a des expressions, il doit y avoir des garde-fous. En travaillant sur ce chapitre, cette vidéo, j'ai pensé, une analogie m'est venue à l'esprit. Vous savez, le code du numérique, comment le dire, ce chapitre d'aujourd'hui, comment le dire pour que le commun des mortels comprenne. Vous savez, c'est comme le code de la route. Voyez-vous, sur la route, d'abord, il y a plusieurs usagers, non seulement en nombre, ils sont des dizaines, des milliers, parfois des millions à emprunter une route sur un temps donné. Mais non seulement ils sont nombreux, mais ils sont aussi divers. Chacun n'emprunte pas cette route-là pour les mêmes raisons. Il y en a qui l'empruntent en moto, il y en a qui l'empruntent à pied, il y en a qui veulent juste traverser, il y en a qui sont juste debout sur le trottoir, et il y en a qui filent à 100 à l'heure dans leur grosse cylindrée. Donc, il faut bien qu'il y ait un cadre pour réglementer tout ça, pour vous dire, pour nous dire que sur tel tronçon, vous pouvez aller jusqu'à 100, 120 à l'heure parce que c'est ouvert. Sur tel virage, il faut réduire jusqu'à 80 parce que la chaussée est glissante ou le virage il est trop raide, ou etc. Sur tel tronçon, vous ne pouvez pas dépasser 30 à l'heure parce qu'il y a une école juste en face et des enfants qui traversent la rue à tout moment. Donc voilà, c'est des codes. Chacun utilise la chaussée, mais c'est en fait comment, des garde-fous communs qui devront régir les comportements des uns et des autres pour que chacun de nous puisse jouir de de ce bien finalement, de ce bien commun. Dans l'exemple d'un code de la route, ce serait la voie, la chaussée, la route, mais dans le cadre du numérique, ce serait le monde numérique, le temps que nous passons sur nos écrans, le temps que nous passons sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, il faut savoir où ma liberté commence, où celle de l'autre commence, où ma liberté commence, où elle s'arrête, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire, et quand les choses ne se passent pas bien, qui fait quoi?
parce que c'est bien de vouloir s'exprimer, mais il y a toujours un moment où quelque chose se passe pas bien. C'est comme sur la route. Idéalement, tu roules, tu files quand tu dois faire, mais s'il y a un accident, mais si, tu as une crevaison, comment tu fais? Où est-ce que tu gares ton véhicule? Est-ce que l'endroit où tu es, oh, tu peux garer ou pas? Qui tu appelles? Et quand il vient te remorquer, est-ce qu'il peut le faire là où tu es ou pas? Comment ça se fait? Donc tout ça, ça régit un peu nos comportements sur, la sphère numérique et finalement pour l'intérêt de tout le monde. Donc, les amis, à ce stade, je vais vous proposer un bref survol, avec votre permission, de la loi proprement dite. Je vous ai dit, on ne va pas faire de discussion juridique. Ça, ce n'est pas une émission juridique. Seulement, on va essayer de la... Moi, je l'ai lu, je l'ai parcouru pour vous, je l'ai comprise. Et d'ailleurs, c'est un document de près de 200 pages, 175 pages, je pense, euh, relativement volumineux. Donc, la plupart d'entre vous n'auront peut-être pas le temps, peut-être pas assez d'intérêt pour aller l'éplucher. Moi, c'est mon domaine, donc je suis rentré, j'ai commencé par les sections qui m'intéressaient le plus, et puis j'ai trouvé le temps de venir le relire un peu. L'idée ici n'est pas de vous partager tout ce que j'ai appris, parce que d'ailleurs, il est tellement profond qu'il va alimenter encore plusieurs et plusieurs de nos discussions. Seulement, ici, j'aimerais tout simplement, avant de continuer ce survol, dire ceci, les amis. Le gouvernement congolais nous a présenté ce code du numérique à travers le ministère du numérique. Et ça, c'est les 4 piliers qui le composent. Vous verrez que le code est censé toucher tous ces 4 piliers. Mais moi, j'ai des appréhensions sur certains. Je pense que le code touche certains piliers plus que d'autres, notamment le pilier gouvernance et régulation, bien plus que d'autres. Et ça peut résulter dans certains amalgames que je vais me proposer de nettoyer un peu avec vous vers la fin de ce numéro. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Code du numérique, parlons-en donc. Déjà, il faut comprendre que c'est un document volumineux, comme je disais, et qui est composé, grosso modo, de 6 grands chapitres appelés livres. Donc, il y a un premier livre qui, lui, parle en fait de l'objet, du champ d'application, des définitions. Donc, c'est une entrée en matière, qu'est-ce qui est exclu, les secteurs inclus, les secteurs exclus, il s'applique à quoi. C'est toujours bien de circonscrire ce qu'on appelle en anglais le scope. Voilà, donc le champ d'application, l'étendue de ce projet pour savoir où est-ce qu'il s'arrête et quel domaine, en fait, il est censé réguler. Ensuite, vous avez le livre qui s'occupe de tout ce qui est activité et services numériques, qui les définit. C'est bien à savoir, c'est intéressant à savoir. Et si un jour vous êtes assez curieux, allez jeter un coup d'œil parce que les activités et services numériques, ça vous permet un peu de voir ce qui est englobé dans ces définitions-là. Ensuite, le troisième livre, lui, il parle des écrits, des outils électroniques et des prestataires de services de confiance. Alors, un truc tout simple ici, sur lequel je reviens souvent, les habitués de cette émission connaissent. Je parle des écrits. Je parle par exemple de l'évolution, du besoin que nos lois évoluent pour savoir par exemple qu'est-ce qui peut être reconnu comme une preuve numérique. Voilà. Ça, c'est des outils, c'est des cadres qui vont permettre enfin que ce soit clair. Est-ce qu'un contrat signé électroniquement peut être défendu au tribunal, par exemple? Voyez-vous? Donc tout ça, c'est des usages qui envahissent petit à petit notre quotidien et c'est pas pour vous, mais ça arrive même aujourd'hui, parfois, que dans le cadre de ton travail, dans le cadre de la négociation d'un contrat, dans le cadre d'une transaction, un client ou un prospect t'envoie un document que tu considères important et donc qui devrait vous lier, et puis il est signé électroniquement. Là, ça fait un peu, tu as un peu un petit malaise parce qu'on est habitué, on a grandi comme ça, on voit une signature, manuscrite. Mais là, quand elle est signée électroniquement, les questions se posent: comment je vérifie que c'est vrai? Comment je vérifie la validité de cette signature, la légalité même de cette signature? Et surtout, si le contrat se passe mal, est-ce que les cours et juridictions vers lesquelles je peux aller trouveront cette signature-là comme acceptable? Est-ce qu'on ne me le jettera pas à la figure, ce contrat, pour dire tu t'es fait rouler, tu aurais dû, t'aurais dû comment dirais-je, tu aurais dû exiger qu'il te le signe de façon manuscrite.
Voyez-vous? Est-ce qu'un courriel, un email peut être présenté au tribunal comme, une preuve? Avec tout ce qu'on sait, c'est des choses qui peuvent être fabriquées. Je peux rentrer dans Outlook avec tous les outils à côté, Photoshop et tout le reste, te sortir un email qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un email que toi tu m'aurais écrit alors que tu n'as jamais écrit ce mail-là. Est-ce que ces preuves-là seront maintenant acceptées au tribunal? Et si elles seront acceptées, comment on va les contre-expertiser? Parce que ça, c'est l'autre pendant de cette discussion. Comment on va les contre-expertiser? C'est bien d'avoir des lois qui soient progressives, mais c'est aussi bien d'équiper notre personnel qui s'occupe de faire appliquer la loi, à savoir les tribunaux, les juges, les magistrats, les avocats, tout le personnel de l'écosystème juridique et juridico-légal. Il faudrait que eux aussi s'imprègnent de ces matières pour que ton avocat ne te conseille pas quelque chose qui n'a pas de sens selon les progrès du numérique actuellement. Voyez-vous? D'ailleurs, je vais regarder, est-ce qu'il y a des questions, les amis? Est-ce qu'il y a des commentaires? J'ai l'impression qu'on est très calme aujourd'hui, hein. Si vous écoutez, faites-moi quand même un petit commentaire. Je vois, il y a des gens qui m'écoutent, donc s'il vous plaît, dites-moi que vous êtes là. Moi, je vais continuer, mais voilà, faites-moi un petit coucou, un petit signe, et puis n'hésitez pas à poser des questions. Je m'arrêterai de temps en temps pour lire les questions, surtout si c'est des questions qui s'avèrent pertinentes pour la discussion et pour les autres qui nous écoutent. Si vous nous rejoignez en cours de route, il n'y a pas de souci, vous pourrez réécouter tout ce numéro. Le live, il est déjà disponible immédiatement dès qu'on a raccroché ici. Il sera disponible euh, sur, euh, sur YouTube. Dr JP Mouka, Dr Jean-Paul Mouka, vous mettez ça sur YouTube, vous le retrouvez. Mais vous pouvez aussi le retrouver sur Facebook et sur LinkedIn. Seulement sur YouTube, mon contenu, il est plus structuré, mieux archivé. Vous pouvez repartir de numéro en numéro. Parfois, je vous mets des résumés, etc. Alors que sur Facebook et sur LinkedIn, vous me captez seulement en live ou si je fais des posts. Voilà. On va continuer, les amis. Donc, on était en train de parler, on en était au livre 2, qui est en fait le troisième livre, le préliminaire, premier et deuxième. Le troisième, lui, il s'occupe, le quatrième livre, qui est le livre 3, il s'occupe en fait des contenus numériques. On va aller plus vite. Le cinquième, qui est le livre 4, lui, s'occupe de la sécurité, de la protection pénale des systèmes euh, informatiques. Et le dernier livre, il parle de dispositions diverses, transitoires, abrogatoires, générales, finales, etc. Ça, c'est la charpente, les amis. Maintenant, dans chacun de ces livres, il y a des chapitres, il y a des points qui sont vraiment profonds, détaillés. Donc, on va s'en arrêter là sur cet aperçu. Si vous pouvez mettre la main dessus, si vous êtes un acteur du numérique, si vous êtes un acteur des médias, si vous êtes un communicant, si vous êtes un professionnel des médias, c'est des choses qui pourraient vous servir, c'est des choses qui pourraient nous aider tous ensemble de temps en temps à prendre un petit morceau, le vulgariser, l'appliquer dans un cas tout à fait pratique. Alors, les amis, ça, c'était la loi du numérique portant sur le numérique. J'aimerais à ce stade tout simplement clarifier quelque chose qui peut s'apparenter à un peu d'amalgame. Lorsque j'ai beaucoup écouté les médias, j'ai beaucoup échangé avec certaines personnes et je sens qu'il y a une inquiétude, parfois fondée, parfois pas fondée, sur le fait que ce code du numérique empiéterait ou engloberait ou même remplacerait la loi régissant les médias, notamment la loi régissant les médias audiovisuels en RDC. J'aimerais préciser ici que ça n'est pas le cas. Ici, nous sommes en train de discuter du code du numérique, c'est-à-dire c'est un livre qui, évidemment, puisque le numérique aujourd'hui, les médias numériques comme les réseaux sociaux sont des médias à part entière, mais ce code dans son esprit, quand il nous a été proposé cette loi, lorsqu'elle nous a été proposée par le gouvernement congolais, ça n'est pas pour remplacer, ça n'est pas pour supplanter, c'est le code ou la loi qui régissait déjà le comportement et l'activité des médias, des journalistes et des médias audiovisuels en République démocratique du Congo. Pour ça, il y a déjà une loi qui est en train,
d'être travaillé, c'est depuis l'année passée, je pense, qui est la loi Mouyaya, du nom de notre ministre actuel de la communication et des médias, qui est, là, je vous sors juste, vous pouvez voir, qui a été adopté, projet de loi sur la liberté de la presse. Voyez-vous? Donc, ce code numérique, c'est pas une loi pour régir la presse. C'est pas une loi qui va déterminer quelle chaîne de télé, quelle chaîne YouTube, quels journalistes doivent être fermés, doivent être bouclés, doivent être muselés. En revanche, puisqu'il traite du contenu numérique, si vous avez une chaîne YouTube, donc, et que vous êtes un média en ligne, par exemple, vous êtes un média en ligne, vous avez un site internet, etc. Vous êtes d'abord un média, c'est-à-dire vous êtes régi par votre corporation, y compris la loi Mouyaya, qui est censée régir qui peut appliquer, qui peut exercer, qu'est-ce que les journalistes, qu'est-ce que les médias peuvent faire en RDC. Mais puisque vous empiétez sur le numérique, donc il y a ce chevauchement-là qui fait que vos activités du numérique, vos contenus numériques pourront tomber dans l'escarcelle de ce qui est le code du numérique. Je donne un petit exemple. Si vous avez une chaîne de médias et que vous publiez du contenu jugé, voilà, illégal, illicite, par exemple, la pornographie juvénile, j'imagine que déjà en soi, vous avez dérogé à votre déontologie de journaliste parce que vous ne pouvez pas, vous ne devrez pas le faire. Et cette loi-là, que je n'ai pas étudiée, elle s'occupe de ça. En revanche, si vous avez publié ça seulement sur du papier, dans la presse écrite, ça ne concerne pas le code du numérique. Cette loi qui régit le comportement des journalistes, des médias, va s'occuper de vous. Mais si votre contenu comme je donnais l'exemple de la publicité, par exemple, de la pornographie juvénile, eh ben, si vous l'avez publié sur des réseaux sociaux, sur Facebook, sur d'autres médias sociaux, là, vous avez empiété dans le domaine du code du numérique. Et donc, c'est cette loi du numérique dont nous parlons aujourd'hui qui s'applique à vous. Je tenais à faire cette petite précision parce que vous savez, moi, je discute beaucoup avec beaucoup d'entre vous. Et récemment, par exemple, quand cette loi est sortie, le code du numérique, une proche qui m'écoute peut-être en ce moment et qui certainement écoutera cette vidéo, elle se reconnaîtra, m'a appelé pour qu'on discute. Et puis, voilà, elle a des positions, par exemple, des positions très fortes sur la marche, sur la politique. Elle a des partis pris politiques très assumée et c'est son droit, c'est une Congolaise, elle est pour telle personne et contre telle personne. Et évidemment, moi aussi j'ai les miennes et moi je parle beaucoup politique. Hein, je suis très intéressé par la marche de la politique en RDC, donc je discute beaucoup. Et là, quand elle m'a appelé, elle était un peu, comment dire, triomphaliste. C'est le mot que je vais employer. Pour dire, ah mais t'as vu la loi que... Parce que d'abord, elle connaissait pas. Mais quand elle a vu code du numérique, elle s'est dit, mais numérique, là, ça, elle m'a appelé, elle dit, mais JP, tu dois connaître. Ça, c'est ton domaine et tout ça. Parce qu'il y a une loi là qui vient de sortir, qu'on appelle code du numérique. Elle connaît rien en numérique et elle s'en cache pas, mais c'est une personne très intelligente et qui aime bien le Congo et qui suit tout ce qui se passe au Congo. Mais elle n'est pas une professionnelle du numérique et souvent elle vient vers moi pour que je lui décrypte et que je lui explique finalement certains concepts qui ont trait au numérique. Elle me dit, je suis content parce que grâce à votre loi-là, tel média qui souvent dit de mal de celui-là ou celui-là, ils seront tous fermés. Donc c'était un peu comme si, voilà, on avait frappé le marteau, c'était fini. Alors moi j'ai nuancé et j'aimerais faire ressortir cette nuance dans le cadre de cette discussion, tout simplement pour dire, euh, ce code, il n'est pas là pour museler la presse. C'est pas ça qui ressort dans l'esprit. Parce que il y a des professionnels de la presse qui, de ce que j'entends, de ce que je lis, et de ce que les gens me disent, commencent un peu à paniquer, certains pour de bonnes raisons, d'autres pour de mauvaises raisons, parce que tel c'est qu'il a peut-être l'habitude d'être critique envers tel voilà. Moi, je pense que là-dessus, je donnerais même aussi je me permettrais un petit conseil, une petite recommandation aux autorités du pays pour que l'avènement de ce code ne soit pas
la mort de la liberté d'expression dans notre pays. Parce que les gens doivent s'exprimer et vous savez tous qu'on est dans une année électorale, donc les expressions des uns et des autres ne sont pas toujours neutres, mais l'esprit dans lequel les professionnels du numérique ont entrepris de travailler sur la matérialisation de cette vision, je vous rappelle au plan national du numérique que je vous ai présenté tout en début de ce numéro, l'esprit, c'était pas pour que on muselle la presse. Donc, si on y prend garde, c'est bien ça qui va se passer. On va prendre et il y aura une chasse aux sorcières, tel avait dit ceci et tel avait dit cela. Encore faudrait-il avoir des organes juridiques qui sont équipés pour apprécier les preuves, notamment les preuves numériques que nous allons amener. Parce que là, ça n'est plus le oh, tu as dit, non, il a dit, non, elle a dit. Non. Je vous ai dit au début, le code du numérique, vous pourrez le comparer à un code de la route, parce que c'est un exemple que tout le monde ici connaît, parce qu'on a chacun soit conduit une voiture, soit roulé un vélo, pédalé sur un vélo, sur une voie, soit même traversé en tant que piéton la voie. Donc, c'est une réalité qui s'applique à nous tous. Mais imaginez une voie, une route, un code de la route avec des caméras partout et des gens qui prennent des notes sur tout ce que tu fais. C'est ça le code du numérique. C'est pas seulement assimilable au code de la route, mais c'est bien plus profond parce que le numérique laisse des traces partout. Imagine que tu as une voie, comme ça se fait maintenant dans certains pays, notamment pays asiatiques ou moyen-orientaux. Quand vous allez, vous êtes sur l'autoroute, vous êtes au rond-point, vous êtes au carrefour, il y a des caméras partout. Vous vous sentez épié partout où vous allez. Reconnaissance faciale par-ci. Donc, tu craches sur la route, on peut voir qui a craché sur la route, on peut zoomer, on peut ressortir ton visage, donc on peut, avec la reconnaissance faciale, revenir sur tes coordonnées, donc on peut voir qui tu es, et vous connaissez, je ne vais pas rentrer dedans, mais toutes les dérives potentielles qui peuvent rentrer quand on regarde par exemple en Chine aujourd'hui, quand on parle du crédit social et tout, c'est des choses que le numérique permet, mais que c'est des choses qui vont permettre, mais alors un flicage à n'en plus finir, parce que si on sait qui tu es, parce que tu as craché sur la route ou parce que tu as mal traversé au moment où le feu n'était pas encore vert pour les piétons, eh ben on peut le récupérer et donc on peut en déduire que tu n'es pas un citoyen très voilà très correct et donc on peut en déduire que on va te couper des points et on peut en déduire que voilà, tu peux pas te procurer un passeport parce que tu n'es pas un citoyen modèle. Bref, jusqu'où peut-on aller? Mais là, je suis en train de me questionner sur ce qui arrive déjà. Bah, écoutez, les amis, soyons sérieux. On vient de traverser tous ici au moins 2 ans de Covid. Surtout si vous étiez en Occident en ce moment-là, mais même en Afrique, ben, vous avez vu le flicage. Vous avez vu comment il fallait montrer patte blanche pour rentrer dans un restaurant, pour prendre un bus, pour prendre le train, pour prendre l'avion. Ben, on y est déjà. On y est déjà. La question, c'est jusqu'où on va aller. Jusqu'où votre gouvernement se permettra d'aller dans ce flicage continu et permanent. Mais le numérique, par essence, il retient une trace de tout. Surtout aujourd'hui où nous sommes sur la plateformisation du numérique, c'est-à-dire ce n'est plus moi avec mon petit ordinateur dans mon coin, c'est voilà, cette vidéo, je la tourne où, je la fais où, sur une plateforme numérique. C'est du contenu que je peux choisir d'archiver de manière secondaire sur un disque chez moi, mais en ce moment, le contenu, il est déjà public. Si tu es en train de m'enregistrer en ce moment, ce contenu, il est déjà chez toi. Donc, ce que je dis est déjà dit. La trace, elle est déjà laissée. Si ça va me causer des problèmes, je n'y pourrai rien parce que ce qui a été dit a été dit. Mais là, ça ouvre d'autres abus aussi. Seulement pour dire, le numérique, c'est comme une voie, mais où tous tes faits et gestes sont tes pieds, les amis. Et j'espère que nous, parents, nous apprenons ça déjà à nos enfants en bas âge. Parce que dans les écoles, on commence à apprendre aux enfants de 4, 5, 6 ans, parce qu'aujourd'hui, ils ont des téléphones, aujourd'hui, ils ont accès à des tablettes, pour dire chaque mot que tu écris, chaque parole que tu prononces, elle pourrait te revenir dans la figure dans 30 ans. Donc, appelle tout simplement au civisme à la police. Parce que sur la route, quand il n'y avait pas de caméra, tu pouvais pas. Et sur la route, tu sais, tu peux toujours prendre des risques et se dire, je sais que sur ce tronçon, il y a
10 fois sur 9 fois sur 10 quand je passe, il n'y a pas de caméra. Donc tu fonces, personne ne t'a vu. Si tu n'as pas eu d'accident, si tu as voilà, personne ne t'aura vu. Mais imagine une autoroute où il y a des caméras à chaque mètre. Donc tu te dis, là, je suis à 1 km en excès de vitesse, je peux m'attendre à une contravention, je peux m'attendre à un ticket à tout moment parce que, à moins que l'État décide que ça va, on va pas m'envoyer un ticket. On va pardonner parce que c'était assez faible. C'est ça le numérique en fait. Nous sommes tous épiés, non seulement épiés, mais nous laissons des traces partout. Nos empreintes digitales restent partout. Donc voilà, ça c'était ma petite manière de clarifier un peu l'amalgame pour dire voilà, autant on appelle à la responsabilité, autant ce code n'est pas là, comme il est peut-être parfois à tort agité par ceux qui sont contents, parfois triomphalistes, pour dire tel ne parlera plus. D'ailleurs, il a critiqué tel acteur politique. D'ailleurs, il a fait ceci. On l'attend. Maintenant, il y a un code du numérique. On va le jeter en prison. C'est pas ça. C'est pas ça l'idée du code numérique. Si le tel là appartient à une corporation, sa corporation doit le gérer, éventuellement le discipliner. Maintenant, si ces activités se passent sur le numérique ou si le tel dont nous parlons n'est pas un organe de presse officiel, enregistré, là, il tombe sur la loi du code, sous le joug, sous la loi du code du numérique. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet-là. N'hésitez pas si vous avez des questions, engagez-moi sur ce sujet, la souveraineté numérique. Alors, j'aimerais être très clair sur ce point, les amis. Vous savez, ça, c'est ma marotte. Je reviens toujours sur ce point, la souveraineté numérique. Je vous ai fait des vidéos sur la souveraineté numérique. Rentrez sur ma chaîne YouTube, vous verrez des vidéos entières sur la souveraineté numérique. Et quand on parle de la souveraineté numérique, dans ce cadre, j'aimerais faire une fixette, un zoom sur ce qu'on appelle communément les GAFAM. GAFAM, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est une appellation comme ça fait genre, c'est une formule, mais en fait, c'est tous les grands du numérique, qu'ils soient américains ou alors qu'ils soient chinois. Les Chinois, eux, ils nous présentent leur BATX, que j'aurais peut-être pu vous présenter ici, à savoir Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, etc., etc. Donc, ça, c'est les grands acteurs du numérique qui génèrent des tonnes et des tonnes et des tonnes de données. Non seulement ils génèrent, enfin, les données, c'est nous qui les générons. Quand je fais un post sur YouTube, j'ai généré la donnée. Mais vous savez ce qui se passe, les amis? Quand je fais cette vidéo ici, maintenant, si vous me suivez sur, mettons, YouTube, le contenu que je viens de publier, cette vidéo, lorsque je la rends publique, lorsque je l'enregistre, lorsque je la mets, avec les commentaires qui sont dedans, avec les questions que vous me posez, cette vidéo-là est hébergée sur YouTube, c'est-à-dire qu'elle appartient à Google. Google étant bien entendu la maison mère de YouTube. Si vous m'écoutez sur LinkedIn, cette conversation appartient à Microsoft, étant bien sûr la maison mère de LinkedIn. Si vous m'écoutez sur Facebook, c'est pareil. Cette conversation appartient à Facebook. Je dis appartient parce qu'on a souvent l'impression, quand on génère du contenu, que c'est notre contenu. En effet, c'est notre contenu. Mais sache bien et réfléchissez-y juste un tout petit peu, parce que moi-même, je le fais en connaissance de cause. Donc, ici, ce n'est pas des interdits. Ici, c'est la conscientisation. La prochaine fois que tu postes tes photos de famille, la prochaine fois que tu postes les photos de tes enfants, la prochaine fois que tu te filmes toi-même en train d'avoir du bon temps avec les amis ou tout simplement dans ton jardin ou en train de jouer au tennis, sache que cette photo-là ne t'appartient plus. Quand tu l'as postée, elle devient la propriété de ces plateformes qui nous prêtent leur espace. Si tu ne veux pas, comme on dit chez nous, salam au kilinayo. Donc, va faire ton Facebook à toi où tu ne vas rien poster sur ta petite machine où il n'y a pas d'amis, tu peux inviter personne, tu mets juste ta plateforme à toi et puis personne ne va venir. Mais si tu veux venir, la contrepartie à l'exposition qu'il te donne. Parce que sans Facebook, tu n'aurais pas autant d'amis en virtuel, tu n'aurais pas retrouvé autant d'amis. Sans Facebook ou YouTube ou je sais quel autre réseau social, tu n'aurais pas eu tous les avantages des réseaux sociaux. Et la contrepartie, et souvent, ces choses sont gratuites.
Là, on est en train d'aller très vite vers du premium. Je vous en reparlerai un autre jour, à savoir du contenu payant. Mais souvent, le prix de la gratuité. Vous savez, il y a une phrase très célèbre qui dit, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est toi. Il n'y a rien de gratuit. Quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est toi. Chacun de nous ici, quand tu ouvres ton compte YouTube, Instagram, ceci et cela, souvent c'est pas payant, c'est gratuit, mais sache que la contrepartie, ne me dis pas que tu n'as pas signé. Si tu as signé, quand tu disais oui, 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 next, 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 tu étais en train d'accepter les conditions en magasin, petites lignes là sur le contrat. Tu étais en train d'accepter. Viens pas me raconter que j'ai jamais accepté cette histoire. Quand tu allumes ton ordinateur, quand tu dis next là, tu es déjà en train d'accepter des choses. Et 99,99% de nous ne lisent jamais parce qu'on n'a pas le temps. Et puis de toute façon, même si tu lisais et que tu n'étais pas d'accord, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Apple te dit, ton téléphone ne peut pas démarrer parce que tu n'as pas mis à jour la dernière version. OK, tu vas, on te dit, est-ce que tu acceptes les conditions de cette version? OK, si tu dis non, tu penses qu'il va se passer quoi? Est-ce que tu as le choix? Donc, tu as accepté. J'accepte, j'accepte, j'accepte. Eh bien, dans tout ce que tu acceptes là, tu es en train de leur donner ta vie. Tu es en train de leur donner ta vie. C'est une divulgation, mais alors tu acceptes qu'ils rentrent dans ta vie parce que c'est le prix de leur service. C'est le prix de la gratuité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui vont dans le sens de réglementer un peu le pouvoir de ces gens-ci. Parce que ces gens, les Google, Amazon, Apple et tout, ils sont devenus plus puissants que des États. Ils ont tout sur toi, ils connaissent tout sur toi, et un jour, ils peuvent tout bloquer sur toi. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, quand nous disons que nous avons notre code du numérique, nonobstant toutes les dérives qui peuvent en découler, s'il n'est pas bien appliqué, nonobstant toutes les chasses à l'homme et autres tentatives de muselage, qui de la presse, qui de l'espace public, qui devraient être anticipées et prévenues. Il reste quand même un truc, les amis. Est-ce que vous vous rappelez qu'on a discuté ici que 99% des données en Afrique, des données des Africains ne sont pas hébergées en Afrique? Vous vous rappelez de ça? Dans un de mes numéros sur la souveraineté numérique. Donc, ce problème-là, c'est un problème africain, mais j'imagine il est encore pire en République démocratique du Congo. Alors, quand l'État congolais, notre État, fait ce travail et nous propose cet instrument pour essayer d'assainir l'espace public, la question c'est, si les gens n'écoutent pas, vous faites quoi? Si les gens, parce qu'il y aura toujours des délinquants. Qu'est-ce qu'on fait de ces délinquants-là? Comment on va avec cette procédure jusqu'au bout? Lorsque les vidéos qui ont été postées sur les plateformes sociales, que ce soit YouTube ou Instagram ou je sais quoi, Twitter, elles ne nous appartiennent pas. Elles ne sont pas hébergées chez nous. Qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un a fait un tweet qui est considéré comme étant offensant ou imputation dommageable. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une capture d'écran. C'est ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas la source du tweet. Tu m'as insulté sur Twitter, je prends une capture d'écran, je vais t'accuser à qui de droit selon le code du numérique. Et puis, on va s'occuper de ton cas. Mais est-ce que je ne sais pas si on a pris la mesure du casse-tête dans lequel ce code nous emmène. Déjà sur les preuves, l'établissement de la preuve. Parce qu'il y a des gens qui vont accuser de bonne foi parce qu'ils se sont sentis lésés. Et puis, il y a des gens qui vont tenter de nuire. Parce qu'un screenshot, une capture d'écran, c'est quoi? Mais je vais la photoshopper. Toi, tu as dit, je vous emmène, point. Et puis moi, je change, je dis, je vous emmerde. Pardon d'être un peu cru. C'est juste deux lettres, une ou deux lettres qui changent là-bas. Mais entre je vous emmène et l'autre mot que j'ai utilisé, vous voyez que déjà le sens n'est plus le même. Les vidéos peuvent être retravaillées. Donc, quand on se retrouve devant le juge,
N'étant pas un expert juridique, j'imagine que ce qui va se passer, c'est que le juge va étudier le dossier. Les juristes, dites-nous comment ça se passe. Le juge va étudier le dossier, le juge va devoir trancher, y compris sur la preuve et la validité de la preuve. Et donc, quand il veut, moi, vous prenez la vidéo que je viens de faire, vous la saucissonnez en petits morceaux, vous avez juste pris une phrase que j'ai prononcée à 17h10 et une autre que j'ai prononcée à 17h40, vous les mettez ensemble et vous voulez me faire passer peut-être pour quelqu'un qui a insulté le président de la République ou je sais quelle autre autorité. Évidemment que c'est très grave. OK, on va devant le juge, on va devant on va devant le juge. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis non, moi, j'ai jamais dit ça. Parce que vous avez coupé deux phrases. J'en ai dit trois avant, j'en ai dit deux après, et puis j'en ai dit d'autres à la fin. Donc, mon propos, le propos de la personne que vous accusez devrait être pris dans son contexte. Ce n'est pas seulement une affaire de screenshot. Est-ce que vous êtes d'accord, les amis? Ce n'est pas seulement une affaire de capture d'écran. Maintenant, le juge, s'il est sobre, s'il est vraiment là pour juger de l'affaire, du fond de l'affaire, il vous dira, est-ce que je peux avoir le contenu en intégralité? N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas le plus normal à faire? Est-ce que je peux avoir le contenu en intégralité? Si c'est une vidéo, donnez-moi cette vidéo, je vais l'écouter pour savoir si oui ou non ce journaliste-là a bien insulté une autorité ou a tenu des propos désobligeants. Parce qu'on peut te faire dire, avec deux, trois bouts de phrases, on peut te faire dire ce que tu n'as pas voulu dire, on sort tes propos de ton contexte pour te jeter en prison. Donc, quand le juge va dire ça, qu'est-ce que tu dis? Bonne chance si tu as enregistré la vidéo, le son, tu vas l'envoyer. Et encore là, ça n'est pas sûr que tu n'as pas encore retravaillé ça pour mettre des choses qui ont été dites avant dans un contexte différent, parfois par la même personne, mais pas dans la même, dans la même, dans la même conversation. Donc, la seule source irréfutable, si ça s'est passé sur YouTube, eh ben, il faut obtenir la vidéo originale sur YouTube. C'est-à-dire, il faut aller chez Google et dire, donnez-nous cette vidéo. Tu as déjà essayé d'avoir un contenu chez Google, toi, ou chez Apple, ou chez Facebook, ou chez Microsoft? Bonne chance. Qu'est-ce que l'État congolais va faire pour avoir des passerelles privilégiées et obtenir ce contenu-là? Parce que sinon, c'est parti pour des affaires de délation. On va juste monter deux, trois images, deux, trois photos pour te jeter en prison. Il y aura des règlements de compte. On ne s'en sortira pas, les amis. Je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, c'est ce que je vois arriver, qui est bien sûr évitable. Mais évitable seulement à moitié parce que ce contenu qui est régi par notre loi ne nous appartient pas dans sa très, très, très grande majorité. Comment on fait? Ces gens, ils signent des contrats, des terms and conditions avec leurs usagers, leurs utilisateurs pour ne jamais divulguer le contenu, sauf dans des cas très exceptionnels pour des affaires d'État et encore des affaires d'État qui constituent ou qui concernent leur gouvernement. Je vois mal le gouvernement américain accéder à une injonction d'un autre État sur un journaliste impertinent qui aurait dit des choses graves. Bravo si vous pouvez y arriver, mais bon courage à la diplomatie aussi. Pour le gouvernement américain, il n'y a pas de doute là-dessus, hein, donc faites-vous pas d'illusions, les amis. Donc voilà, là, si vous avez, s'ils veulent accéder à votre contenu, ils vont y accéder. C'est pour ça que quand on me casse les pieds en Afrique pour dire voilà, on ne peut pas faire de cloud parce que on peut pas faire de cloud parce que nos données ne seront pas en sécurité. On peut pas. Non, vos données sont déjà pas en sécurité de toute façon. Vos données sont déjà regardées par des gens dont certains vous ne voulez pas qu'elles les regardent. C'est juste qu'elles n'ont rien à faire avec vos données. Le jour où elles voudront faire quelque chose avec vos données, vous ne les aurez plus ou elles seront utilisées contre vous. Donc, il faut qu'on se calme tout simplement et que l'on fasse avancer notre économie, nos économies en Afrique. Mais quand le gouvernement américain, quand le gouvernement chinois pour les boîtes chinoises, quand le gouvernement, je sais pas moi, français pour les boîtes françaises, veut accéder à vos données,
dans la plupart des cas, ils ont des moyens d'y accéder parce que ces entreprises-là sont leurs sujets, si vous voulez. Encore que parmi eux, il y en a qui sont souvent plus, plus têtus que d'autres, plus durs que d'autres. Essayez d'accéder des données de Apple, bonne chance. Bonne chance. Vous vous rappellerez tous, il y a quelques années, il y avait un cas d'un terroriste, je pense. Oui, c'était un criminel, je pense. Il y avait une fusillade dans un bar et le criminel, l'assassin, il utilisait un iPhone qui avait été irrémédiablement détruit, je pense, dans l'attaque. Et on pensait que Apple pourrait nous aider à obtenir des preuves vitales pour l'enquête. Ils avaient refusé. Ils ont refusé. Mais non, parce qu'ils savent que s'ils déverrouillent ce téléphone-là, mais c'est une boîte de Pandore incroyable qui s'ouvre. Tout le monde viendra avec. Non, ils vont pas. En fait, Apple fera plus de téléphones, fera plus de logiciels. Ils passeront leur temps au tribunal à déverrouiller les téléphones et les comptes des gens parce que chaque gouvernement viendra dire ah oui, mais celui-ci là aussi, il a posé une bombe chez moi. Je veux son téléphone. Je veux tous ses emails depuis 2005. Ah, celui-ci, ils vont pas. Il y a des cas terribles. Il y a des mamans qui n'ont pas pu obtenir des, je sais pas moi, des photos de famille lorsqu'elles ont perdu leur enfant, des épouses qui n'ont pas pu obtenir des archives importantes pour la famille lorsqu'elles ont perdu leur conjoint. Pourquoi? Parce que ça se trouvait dans son email, dans son Gmail, tout ça. Et vous allez chez Google, Google dit malheureusement, c'est un cas très triste, tragique, mais nous ne pouvons pas vous donner le nom de le mot de passe de quelqu'un qui est mort et dont avant la mort, il ne nous avait jamais donné l'autorisation de rentrer dans son compte ou de divulguer son mot de passe à quelqu'un. Parce que si on le fait, on va ouvrir mais une jurisprudence incroyable. Alors moi, j'ai besoin de savoir comment l'État congolais compte s'y prendre pour contraindre ces gens lorsqu'il y aura des plaintes, y compris des plaintes sérieuses s'il y en a, parce qu'attention, les amis, souvent on se limite dans la cybercriminalité sur oh, il a insulté telle personne, oh, il a piraté, il a pris $200 dans le compte, mais ça peut être aussi plus sérieux que ça. Ça peut être des menaces de sécurité nationale, ça peut être des terroristes, ça peut être des preuves dans une enquête, mais alors très hautement placées dans l'État. Moi, je n'ai pas l'impression que ces gens-ci, puissants comme ils vont se plier devant une injonction du gouvernement congolais pour dire donnez-nous toutes les données de telle personne, de telle date à telle date, parce que nous pensons que telle chose s'est passée. Peut-être dans des cadres diplomatiques, secrets défense, sur d'autres passerelles que vous et moi, nous ne maîtrisons peut-être pas, mais c'est plutôt l'exception. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je voulais lever un peu cette équivoque-là en interpellant notre État et notre gouvernement. Alors, les amis, on est en train d'atterrir, on finit, ça fait vraiment presque 1 heure, et donc je vais commencer à conclure, mais pas sans revenir sur une dernière interpellation, recommandation, humble recommandation que j'aimerais faire à notre État congolais. Et il y en aura d'autres, hein. Ça, c'est juste aujourd'hui pour un overview plutôt générique, parce que quand on touchera des points précis, je donnerai ma petite expertise là-dessus, et vous aussi. Et puis, si je suis sur une plateforme où je peux communiquer avec des officiels, je dirai, selon le format indiqué, ce que je pense de ce code ou de son application dans telle ou telle autre problématique. Ici, j'aimerais tout simplement relever le fait que le code du numérique, comme vous pouvez bien le voir ici, les amis, il implique plusieurs euh, piliers. Infrastructure, usage applicatif, contenu, gouvernance, on en a parlé. Mais moi, j'ai l'impression, et c'est une impression en ce moment, mais c'est une impression qui commence quand même à faire date, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà indiqué. Si vous vous rappelez, pour ceux qui sont là depuis un bout de temps, pour les autres, allez voir les vidéos que je vous ai faites autour du 30 juin 2022. J'avais appelé ça spécial indépendance. À l'époque, j'avais décrypté les comptes rendus. C'était à l'occasion de l'an 1 du gouvernement Samalou Kondé, donc qui avait été fait à la RTNC, vous vous en souviendrez peut-être, entre avril et mai 2022, et chaque ministre était passé faire une redevabilité, dire ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire, etc. Et j'avais décrypté comme ça plusieurs vidéos de plusieurs ministères qui nous concernent ici, à savoir le commerce extérieur, etc. Mais j'avais aussi fait un très gros décryptage sur le ministère du numérique. Et à l'époque,
En juin 2022, allez revoir la vidéo, les amis. Je vous avais dit que j'avais l'impression que le numérique congolais avait un penchant beaucoup trop fort sur l'aspect gouvernance seulement. Même pas gouvernance, sur l'aspect régulation, c'est-à-dire le cadre légal, la loi, comment on va punir, comment on va jeter les gens en prison, comment on va arrêter telle chose. Et même quand vous entendez, je vais devoir le citer, le ministre, le professeur Eberand, quand il a fait un briefing récemment, allez voir sur le site de la RTNC et tout, très beau briefing, où il a présenté plus ou moins ce code. J'ai senti ce que j'avais déjà senti auparavant et pratiquement chaque fois qu'il s'exprime ou chaque fois qu'il communique sur ces sujets, c'est un penchant beaucoup trop fort sur le pilier gouvernance au détriment, je dirais, des autres piliers. Ça, c'est un handicap. Je ne sais pas si c'est peut-être lié à, à la déformation professionnelle de l'homme. Nous avons chacun nos déformations professionnelles. Mais à l'époque, j'avais déjà dit, moi, une de mes inquiétudes, j'aimerais pas que le monde du numérique soit beaucoup trop phagocyté, beaucoup trop apprivoisé que par l'aspect légal. Parce que le numérique, c'est l'innovation. L'aspect légal va museler tout le monde, l'aspect légal va enchaîner tout le monde. C'est bien d'avoir des aspects légaux, mais c'est bien aussi de laisser les gens s'exprimer. Imagine si tu es un joueur de foot ou je sais de quel sport, on te dit non, non, tu peux tirer que quand tu arrives dans la surface de réparation, il faut jamais, tu peux dribbler qu'une personne, tu peux tacler mais pas glisser. Tellement de règles que quand l'adversaire vient avec le ballon, tu ne sais pas est-ce que tu as le droit de l'attaquer, est-ce que tu as le droit de tacler. Quand tu as le ballon, tu as déjà dribblé une personne, tu ne sais pas est-ce que je peux tirer. Parfois, tu es à 40 mètres. C'est très improbable, mais tu as vu un trou, le gardien a avancé, tu n'es pas obligé de faire la passe, tu peux tirer direct, pour ceux qui comprennent le foot. Pardon d'employer une analogie footballistique, mais beaucoup d'entre vous ici vont comprendre. Ce que je veux dire, c'est que trop de lois tuent l'innovation. Trop de règlements tuent l'innovation. C'est bien d'avoir tout ça, mais quand on communique, surtout quand on vulgarise, il faudrait un peu toucher sur l'aspect légal pour que les gens sachent ce qu'ils encourent s'ils décident de ne pas bien se comporter. Mais il faut surtout que nous, les acteurs du numérique, à commencer par nos gouvernants, à commencer par le gouvernement et le ministère du numérique, que l'on communique plus sur ce qui est possible, pas ce qui est impossible, pas ce qui va t'arriver seulement quand tu fais quelque chose de mal, ce qui est possible, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur les infrastructures, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur les infrastructures, quand est-ce que le data center national sera fini en RDC, parlant des infrastructures. Et qu'est-ce qu'il pourra faire pour le commun des mortels? Il va servir de quoi à qui? Ça sera les entreprises? Est-ce que les petites entreprises pourraient ainsi avoir un cloud souverain congolais où elles peuvent aller héberger leurs données là-bas et ne plus avoir à investir dans un logiciel de messagerie, logiciel de comptabilité, logiciel de tous ces petits métiers qui fatiguent le petit patron. Le petit patron, lui, il veut travailler, il veut répondre à ses mails, il veut envoyer ses factures, il veut payer ses factures, il veut envoyer ses cotations à ses clients. Est-ce que le data center, dont on parle depuis plusieurs années maintenant, data center national, est-ce qu'il aura une partie cloud pour les petites et moyennes entreprises ou quand j'ouvre ma petite entreprise en RDC, je n'ai pas besoin de me fatiguer à chercher des logiciels de comptabilité, des logiciels de cybersécurité, des antivirus et tout, machin. Je vais juste louer un espace là-bas. Tout sera déjà là par spécialité sectorielle. Si je suis dans, je sais pas moi, dans le retail, dans la distribution, la petite distribution ou la grande distribution, si je suis dans, je sais pas, l'industrie pharmaceutique, est-ce qu'il y aura toutes ces chambres-là où on peut juste se greffer? Si je suis dans le conseil, si je suis un avocat dans le domaine légal, si je suis une petite clinique, est-ce qu'il y aura, voilà, il y a des problématiques qui sont, comment dirais-je, uniques à une petite clinique que le cabinet d'avocat n'a pas. Est-ce que dans le cloud souverain, dans le data center souverain RD congolais, il y aura tout ça? C'est sûr, c'est ça. Il faut faire rêver les gens. Il faut qu'on commence à communiquer pour leur dire ce qui arrive. C'est vrai que c'est pas encore là. C'est vrai que ça traîne. C'est vrai que personnellement, je pense que ça a trop duré et que c'est juste pas sérieux qu'on n'en soit pas encore là. Mais soit,
On est un pays qui a eu beaucoup de problèmes, on vient de loin, donc soyons indulgents, soyons patients. Mais cette perspective-là, ces perspectives-là, c'est ce qu'il faut commencer aussi à beaucoup vendre à la population. C'est ça qui va faire que les gens prennent sur le numérique. Parce que moi, quand je regarde les gens avec qui je parle, ils voient cette loi d'abord comme un chien qui aboie et qui leur dit, si tu oses parler, je vais t'arrêter. Ça, c'est qu'une partie, c'est que un pilier de cette loi. Il y a tout le reste, il y a les usages applicatifs. Nous, Congolais, n'avons pas encore suffisamment, en tant que nation, intégré les réflexes numériques. C'est vers là que cette communication doit être orientée. Comment intégrer les réflexes numériques? Voyez-vous? Et de la part des pourvoyeurs de services et de la part des clients. C'est pas normal quand tu arrives sur une file aujourd'hui, au 21e siècle, en 2023, tu trouves qu'il y a, je sais pas moi, un serveur ou une personne au guichet, 45 personnes qui font la queue. Certaines dehors sous le soleil ou sous la pluie. D'autres qui te diront qu'ils sont là depuis 6 heures du matin. C'est pas normal qu'aujourd'hui encore, on me dise qu'il y a une vieille maman qui s'est évanouie lorsqu'elle est allée au centre d'enrôlement. Parce qu'elle y était toute la journée depuis, je sais pas moi, hier et tout ça. Ce n'est tout simplement pas normal. Il y a des outils pour ça. Si on avait anticipé dans les réflexes numériques, dont les usages applicatifs et les élections, ça n'est pas une mince affaire. En tout cas, pas à en croire l'engouement que ça cause chez nous. Je vous en ai déjà parlé. Je ne suis pas d'accord avec, mais c'est comme ça qu'on est. Quand les élections arrivent, on devient comme des fous en RDC. Comme si l'élection d'une personne allait tout changer, alors qu'il faudrait plutôt se concentrer sur la personne. Ce n'est pas inimportant, elle a son importance, mais c'est toute la structure étatique, toute la gouvernance, tout l'état de droit et toute la redevabilité qui doit faire que la personne n'abuse pas de son pouvoir. Mais non, nous, ben, voilà, ça c'est un autre chapitre, je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait mon coup de gueule là-dessus, mais je suis en train de vous dire, les élections, c'est quelque chose qui est beaucoup trop important à mes yeux, ou je dirais trop important à mon sens. C'est très important, mais on en fait trop. Puisqu'on en fait tellement trop, pourquoi on n'a pas anticipé, par exemple, à dire que pour que les gens aillent, au lieu que pour empêcher que les gens aillent tomber évanouis dehors là-bas, peut-être qu'il y aura un enrôlement en ligne bien vulgarisé. Parce que je sais qu'il y en a eu, et tout ça, mais je dis bien vulgarisé. Avec des cabines publiques s'il le faut, où les gens peuvent venir. Vraiment, toutes les 3 maisons, il y a une petite cabine. J'en sais rien, moi. Je dis comme ça. Pour les gens qui, eux, n'ont pas un téléphone, parce que ça peut se faire en 3 clics sur ton téléphone. Mais vous savez que l'illettrisme, chez nous, il est quand même assez avancé. L'illettrisme, c'est, j'allais dire, pardon, pas l'illettrisme, mais bon, l'électrisme peut-être aussi, mais c'est pas mon sujet aujourd'hui. L'électronisme, j'allais dire. L'électronisme, vous savez, c'est quoi? C'est l'illettrisme numérique. Sur 10 personnes que tu rencontres chez nous à la cité, il y en a 9 qui ne connaissent pas le numérique, qui n'ont pas un ordinateur qu'ils peuvent utiliser tous les jours. 9 encore, peut-être je suis gentil. Sur 100 personnes, c'est peut-être 99. Les gens qui sont à l'aise avec le numérique, les gens qui peuvent te commander un plat en ligne rapidement, les gens qui peuvent te faire un paiement en ligne, les gens qui peuvent t'acheter un billet d'avion en ligne lorsqu'ils sont assis juste dans leur voiture, les gens qui... Tout ça, ils sont moins nombreux. On voit quelques signes de vitalité, notamment dans le mobile money. Voilà, c'est des usages quand même qui réveillent un peu, qui nous gardent en vie. Mais sinon, pour le reste de la population et pour le reste du temps, les gens ne sont pas à l'aise avec les matières numériques, les gens ne comprennent pas les matières numériques, les gens ne font pas confiance aux matières numériques. Il va falloir qu'on adresse ça en tant que nation un jour, les amis. Vous ne trouvez pas? Il va falloir qu'un jour, en tant que nation, on rentre à la base du problème. Et ça passe par des usages au quotidien. Qui ici avait utilisé un ATM, un distributeur de billets au Congo avant l'an 2000? Qui? Combien de personnes? Avant même 2000, voilà, il y a quelques années encore. Beaucoup ici disaient non. Moi, j'ai des proches qui me disaient, je ne ferai jamais une transaction en ligne. Des proches, et ce n'est pas des illettrés, qui me diraient, moi, donner mon numéro de carte de crédit en ligne, jamais de la vie. Mais aujourd'hui, lève-moi ton petit doigt si tu n'as jamais acheté un billet d'avion en ligne. Parce que l'usage a été démocratisé.
Parce que finalement, tu as compris que ça s'est fait. Ça ne veut pas dire qu'il y a maintenant zéro fraude sur les billets en ligne. Il y a toujours quelqu'un ici ou là qui viendra te dire que non, on m'a arnaqué en ligne. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro fraude, mais ça veut dire que aujourd'hui, tellement de gens le font. Ça a été tellement simplifié, ça a été tellement vulgarisé que pour la plupart d'entre nous, ça se fait en deux, trois clics, tu as ton billet d'avion. Deux, trois clics, tu as je sais quoi. Donc, tu peux gérer une grosse partie de ta vie sans bouger de ta chaise chez toi, sans bouger de ton lit parfois. Donc, on a intégré des usages du quotidien dans le numérique, ça a généré de la confiance. Tu l'as fait une fois, personne ne t'a arnaqué. Tu l'as fait deux fois dans les limites des bornes de sécurité qui t'ont été imposées. Ta carte de crédit, ton numéro, il est connu sur la plateforme, mais elle est sécurisée. Elle utilise des sockets, des plateformes sécurisées. Finalement, personne n'a volé ton argent. Tu te rends compte, mais non, ça fait un an. Je commence même à faire mes emplettes en ligne, tout ça. On m'a jamais volé ma carte de crédit. En tout cas, je reste prudent, mais et je touche du bois, je croise les doigts. Mais sinon, je pense que ça va, je peux l'utiliser. C'est comme ça que la confiance a été engendrée. Faisons cet exercice-là, nous aussi, en tant que Congolais, chacun à sa petite mesure, pour vulgariser les enjeux du numérique. Pas en commençant par les secrets d'État, pas en commençant par les enjeux qui feront que si tu te loupes une seule fois, tu vas finir en prison. Non, en commençant par les enjeux du quotidien. Comment je peux acheter mon pain, comment je peux commander mon restaurant, comment je peux commander mon taxi, voilà, en ligne. Et ça vulgarise, ça démystifie les sujets. Donc, très bien, moi j'applaudis. Le code du numérique, c'est très bon, mais évitons de revenir inévitablement et toujours sur le seul aspect de la gouvernance, le seul aspect des lois et le seul aspect de la régulation. D'ailleurs, moi je dirais même que le gouvernement, pardon, le ministère du numérique qui porte ce projet, je me permettrai cette proposition. S'il y en a qui écoutent, prenez note, passez le message et je suis prêt à défendre cette proposition. Ce ministère devrait être rebaptisé en ministère de l'économie numérique. Numérique seulement, ça commence à nous montrer vers quoi on se dirige, mais ça ne nous dit pas suffisamment ce que ce ministère a pour rôle de faire. Moi, ma proposition en tant que Congolais, vous pourrez la relayer et je vous invite d'ailleurs à la relayer et je suis là, je suis prêt à la défendre moi-même aussi. Ce ministère devrait se renommer, mais alors à la toute première occasion, il devrait être rebaptisé le ministère de l'économie numérique. Pourquoi je dis ministère de l'économie numérique? Tout simplement parce que ce ministère a pour but de faire vivre l'économie numérique. Toutes les lois, tout le contenu, toutes les datas, c'est des piliers qui, pris séparément, n'ont aucune valeur ou alors très peu de valeur. La valeur du ministère du numérique de notre pays, c'est de faire vivre l'économie numérique. Et pour ça, et pour terminer pour aujourd'hui, je vous ai proposé de revenir sur une autre de mes marottes. C'est ce petit diagramme ici que je vous avais pris du Next Einstein Forum, qui est en fait ce diagramme qui nous aligne tous les piliers d'une économie numérique. Et j'y reviens très souvent dans mes vidéos parce que il faut qu'on comprenne qu'une économie numérique, ce n'est pas seulement quand les gens sont sur Facebook et chacun parle, quand chacun fait ses vidéos et tout ça. Qu'est-ce que ces vidéos-là, de quoi elles parlent? Pour aider qui? Pour édifier qui? Qui les achète? Est-ce que les gens, est-ce qu'il y a du potentiel là-bas? Est-ce on peut les monétiser, etc., etc. Donc, pour tout ça, il faut d'abord une colonne vertébrale qui est l'infrastructure de base. L'infrastructure de base, je parle des routes, je parle de l'eau, je parle de l'électricité. Il faut qu'il y ait l'infrastructure digitale. Là, on commence à construire sur les routes, l'électricité, on commence à construire des data centers. Je vous ai déjà dit ici que on ne peut pas mettre des data centers là, il n'y a pas d'eau, là, il n'y a pas de courant. Quand tu sais comment un data center fonctionne, tu te dis que tu ne peux pas le mettre au fin fond de Moueka ou au fin fond de Dilolo. C'est pas possible parce que dans ces coins-là, les humains vont te dire que ici on n'a pas vu un robinet avec de l'eau courante depuis quelque temps. Mais comment tu vas ici, certains vont te dire qu'on n'a pas vu le courant de la SNEL depuis je sais combien de temps. Donc, il faut cet écosystème-là basique d'abord, infrastructurel, ensuite sur lequel on va greffer les infrastructures numériques, et puis en parallèle à tout ça, on va créer l'environnement
comment, qui contiendra les lois et tout ce qui doit aller avec les usages, et puis on va créer les usages eux-mêmes, et puis on va créer finalement une manière de diffuser le capital humain, sécurité des données, la propriété intellectuelle. Une donnée, lorsqu'elle est publiée, elle appartient à qui? Si elle t'appartient, ça veut dire quoi? Comment tu peux la monétiser? Comment tu peux en tirer des profits? Est-ce que nos droits sur la propriété intellectuelle et les droits voisins intègrent déjà suffisamment la propriété intellectuelle sur des choses aussi immatérielles? On le sait, les chansons, la culture, très bien, tout ça c'est déjà plus ou moins bien intégré. Mais quand un jeune Congolais invente un procédé, pour faire telle ou telle autre chose. Je parle même pas quand un jeune Congolais invente une petite tablette ou un truc numérique, un procédé numérique. Ça, c'est de la propriété intellectuelle qu'il peut enregistrer à son nom, qu'il peut breveter. C'est le mot qui m'échappait. Tout ça, est-ce que sa loi le protège? Quand cette propriété intellectuelle est violée, quels sont ses recours déjà chez lui? Parce que le numérique a ceci de pernicieux parfois qu'il est sans frontières. Quand vous avez des choses physiques, il n'y a que quelqu'un qui est dans la même ville, sur la même rue, dans la même maison que toi, ou sur la même ruelle que toi, ou dans la même ville que toi, dans la même planète que toi, qui peut venir te cambrioler. Quelqu'un qui est assis chez lui dans un village en Chine ne peut pas venir te cambrioler à Kinshasa. C'est impossible. Mais avec le numérique, c'est possible. Quelqu'un assis chez lui, tranquille en Chine, en train de dévaliser, de nettoyer, de piller ta maison. Donc, comment faire que déjà ces transactions-là soient acceptées comme des preuves en local et ensuite en international? Tout cet écosystème ici, ça fait partie du numérique. C'est pour ça que j'insiste à ce que l'on renomme ce ministère, ministère de l'économie numérique, parce que numérique seul ne fait pas assez, ne met pas assez d'emphase sur ce que ce ministère est censé faire. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon parti pris en tant que Congolais. Je ne sais pas quel est le tien, je ne sais pas ce que tu penses de ce que moi je venais de dire. Tu te souviendras que je n'ai pas dit que la dernière phrase, j'ai dit beaucoup de choses. Donc, écoute cette vidéo, partage-la, discutons-en, écris-moi dans mes réseaux sociaux, abonne-toi sur ma chaîne, Dr JP Mouka, Dr JP Mouka. La chaîne s'appelle XL Africa, Excel Africa. Et ici, nous parlons de la BizTech, de tous les sujets de transformation numérique, tous les sujets de développement, tous les enjeux de souveraineté à l'intersection de la transformation numérique et du commerce international. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, les amis, tout en vous demandant humblement de continuer à vous abonner, de continuer à partager cette vidéo, de continuer à liker. Et les amis, on est ensemble. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous promets, on va parler des choses édifiantes, mais pas sans vous. Pas sans vous. Envoyez-moi vos commentaires, envoyez-moi vos réactions, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, YouTube. Je vous attends, les amis. Merci à tous. Essayons, un temps soit peu, d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Moi, c'est Dr JP Mouka. Je vous laisse là et je vous souhaite à chacun et à chacune une excellente semaine. Abonnez-vous encore une fois. Prenez soin de vous et des vôtres. Ciao, ciao.